Bonjour à tous, très heureux de vous recevoir ici. Effectivement, on démarre l'année sur les chapeaux de roue avec quelques tendances retail qu'on a observées. Là, je vous recommande notre dernier livre sur la transformation digitale. C'est vrai que nous, au Hub, on voyage beaucoup dans l'année. L'occasion d'aller chercher les tendances là où elles sont, un peu partout dans le monde. On a pas mal de destinations qui sont au programme encore cette année. Et puis, le reste de l'année, voilà un peu les différentes activités qu'on a. Je dirais juste un mot sur le Hub Lab qu'on a ouvert il y a 6 mois, un tiers-lieu dédié à la transformation des grands groupes. Et c'est vrai qu'on a l'occasion d'accueillir pas mal d'acteurs comme vous pour échanger un peu sur les sujets de la transformation et les recevoir et faire un certain nombre de démonstrations grâce à nos villages de l'innovation. Mais sans plus tarder, voici un peu les tendances retail que nous avons observées cette année. Donc les enjeux autour de la transparence, Shopping for Good, Automated Shop, Recreative Excitement, Boost Back Office to Boost Business. Et après, il y en a 6 autres qu'on a traités, mais qu'on n'aura pas le temps de faire ce matin, qui sont Authenticité, Smart Experience, Frictionless Shopping, Video is the New Shop. Ça, c'est une tendance qui est plutôt aujourd'hui en Asie, en Chine pour être précis, et qui va arriver en Europe. Et enfin, la désintermédiation. Donc, concentrons-nous sur les 5 premières tendances. Alors c'est vrai qu'à l'arrivée de la NRF, on a assisté à la conférence de presse du président de la NRF. Il a démarré de manière offensive en disant non, le retail n'est pas en train de mourir, le retail n'est pas mort. Donc c'est vrai que c'était un peu défensif, donc on a trouvé ça un peu bizarre. Mais c'est vrai que dans le contexte américain, où on parle tous les jours d'Amazon, on comprend un peu sa position et la volonté de montrer pendant les 3 jours de la NRF que le retail est au contraire extrêmement vivant, extrêmement innovant. Et c'est ce qu'on a pu observer d'ailleurs pendant ces 3 jours à New York. Alors la première tendance, c'est la notion de transparence. Donc c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de buzzwords cette année. Donc 2017, c'était l'année des fake news et un peu des scandales. On espère qu'en 2018, l'impératif de transparence va se montrer. Alors pour ceux qui connaissent cette statue à New York, qui est en face du Raging Bull, donc à Wall Street, de cette petite Fearless Girl, en fait, donc c'est un très bon coup de communication. Le seul souci, c'est que l'agence de communication qui a eu cette idée a été elle-même attaquée pour une différence de salaire trop forte entre les hommes et les femmes dans son agence. Donc vous voyez, très rapidement, on peut être rattrapé par la réalité des choses. Ici, vous avez cette marque effectivement de yaourt qui a effacé effectivement une croix sur une des photos. Donc il y a eu un backlash chez Lidl. Et puis en France, pas mal d'attaques, pas mal d'interactions entre les médias sociaux. Donc aujourd'hui, c'est une conversation globale et c'est extrêmement complexe d'interagir. Je retiens juste 2 cas. American Apparel, donc en totale transparence, propose le même produit fait soit aux États-Unis pour 48$, soit fait en Asie pour 38$. Donc ça, c'est quand même intéressant de voir qu'ils jouent la carte de la transparence en proposant le même produit, mais fait de 2 pays différents. Et donc, effectivement, si vous voulez acheter américain, vous achetez à 48. Et si vous voulez acheter à 38, vous savez que ça a été importé. Autre cas, Léo et Violette, donc la marque de maroquinerie française qui commence à se faire connaître, qui, elle, met carrément en totale transparence l'ensemble de ses coûts de production et qui joue la carte totale de la transparence. Donc ça, quelque chose de plutôt intéressant. Martine Jargard, qui avec la société Provenance joue aussi la carte de la transparence au niveau des matières premières, et avec un QR code, vous pouvez flasher le produit et vous aurez l'origine de l'ensemble des matières qui ont été utilisées. Donc là encore, une logique de transparence en direct avec le consommateur. La transparence, c'est aussi la fraîcheur. Et c'est vrai que l'opération des magasins U sur Snapchat a retenu notre attention. L'idée de faire un live et de montrer justement en direct la fraîcheur des poissons, c'est une idée plutôt originale. Et puis là, on l'a vu beaucoup à New York aussi, beaucoup d'applications qui se sont lancées et certaines qui existent déjà en France autour des ingrédients et des allergènes, permettre aux consommateurs, lui donner plus de pouvoir pour pouvoir de manière soit en réalité augmentée, soit en scannant le produit, voir directement les produits qui lui correspondent ou pas. Et c'est vrai que c'était assez impressionnant à la NRF, en passant avec un téléphone, juste devant un rayon, de voir dans son téléphone directement des checks ou des croix sur les produits que vous pouvez acheter ou pas en fonction de vos allergies, si vous, évidemment, vous aviez rentré les paramètres. Donc ça, c'est quand même une tendance intéressante. Deuxième tendance, Shopping for Good. Donc c'est vrai qu'il y a une conscience sociale et sociétale qui se développe beaucoup chez le consommateur. Donc en gros, être actif sur le monde. Donc 5 grands points. La fin des dépensiers, le peer-to-peer devient une norme, l'expérience est plus importante que la possession, la santé est la première richesse et l'impact importe sur beaucoup de choses.
Donc on est clairement dans l'utile et le bien-être. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a identifié il y a quelques jours. C'est issu de l'Observatoire des marques dans la cité de CSA Havas. Cette idée en fait que les grands groupes américains, donc BlackRock en premier, veulent impliquer les citoyens qui s'engagent en politique. Et donc c'est vrai que BlackRock est quand même le premier fonds américain s'il s'engage. C'est aussi un geste fort. Donc c'est pour montrer qu'il y a vraiment une mobilisation générale. Il faut que ça change. Ça passe par de la responsabilité, ça passe aussi par de l'engagement public, et ça c'est une démarche nouvelle qu'on a voulu souligner. Il y a aussi effectivement donc, tout ce qui est glass box, donc c'est vrai que les grands groupes de luxe comme LVMH ou Kering ont adopté une charte publique sur justement la santé des modèles et autres, donc ça c'est quelque chose maintenant qui est vraiment intégré. Et une boîte qu'on a retenue, Phoenix, une boîte française, donc en fait ils récupèrent les invendus, mais en fait, les distributeurs payent pour vendre ces invendus justement à Phoenix, il va après les distribuer. Donc c'est une vraie démarche active pour travailler avec la communauté et son environnement. Un autre point qu'on a retenu en Angleterre, c'est l'évolution du prix en fonction effectivement de la DLV. Donc là, vous voyez en bas, vous avez 3 prix différents et donc l'idée c'est pour justement limiter les invendus, et donc vous avez un prix qui diminue plus la DLV se rapproche. Donc ça c'est une piste intéressante. Troisièmement, c'est tout ce qui est automated shop. Donc là, c'est vrai qu'on a eu quand même beaucoup de choses autour de ça à New York. Alors le e-commerce aujourd'hui, c'est vrai que les Français, c'est 90% continuent à acheter en magasin, fort heureusement. 73% des consommateurs aiment payer en ligne. Voilà, 70% sont intéressés par le paiement mobile et les caisses en libre service. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que 44% des jobs dans le retail risquent d'être remplacés par l'automatisation d'ici 2030. Donc il y a un vrai enjeu de transformation de l'industrie et de travail sur effectivement qu'est-ce que le job demain des gens dans le retail. Alors quelques cas cloués, on connaît, c'était il y a déjà 2 ans à New York, Best Buy, comment optimiser, on va dire, le yield au niveau du mètre carré sur des produits en gros qui sont de faible volume. Donc un robot développé par IBM et qui permet justement de l'intérieur de la boutique ou de l'extérieur de la boutique à n'importe quelle heure de commander un casque iPhone, un DVD, et là il va directement le chercher dans les 3500 produits qui sont présentés sur quelques mètres carrés, et du coup vous ressortez avec directement. Et c'est vrai, cette année, c'est vraiment l'année du lancement du Cashless Store, avec beaucoup de cas différents. On a eu l'occasion, nous, au Hub, de se rendre à Seattle cet été pour passer devant, effectivement, Amazon Go, puisqu'on ne peut pas rentrer, mais on peut déjà voir un peu vraiment comment ça se passe. C'était assez intéressant. Petit magasin, peu de stock, donc quelques références à chaque fois qui sont présentées, donc beaucoup d'équipiers qui sont tout le temps en rotation pour faire du réassort. En Inde, Perpul, voilà. En Chine, le cas avec Rema qu'on est allé voir à Shanghai aussi, on paye uniquement via l'application. Monopeasy, pour ceux qui l'ont testé à la Madeleine, je vous conseille, ça fonctionne. Et puis voilà, c'est un nouveau système. Donc Amazon Go, n'hésitez pas. Assez intéressant. Maintenant, c'est ouvert à tout le monde depuis lundi. Donc voilà. JD, donc le concurrent d'Alibaba en Chine, qui lui aussi souhaite se lancer sur le secteur. Et puis à l'NRF, alors là, c'était vraiment intéressant, DeepMagic, qui propose une solution clé en main à la Amazon Go, où en fait, vous allez être ici à l'entrée du magasin, donc ça c'est obligatoire, vous devez être identifié, donc c'est pour ça qu'à Amazon Go, vous avez des portiques comme dans le métro, parce qu'il faut au moment où vous rentrez dans le magasin, qui plus ou moins vous identifie, donc soit c'est une partie du corps, soit c'est un peu comme le squelette, c'est ce que vous allez voir ici. Je vous montre la vidéo, Airpoly qui est une autre boîte, et en fait, il va identifier en gros les proportions de votre corps, et il va vous suivre dans le magasin, et donc du coup il va pouvoir détecter en direct la sélection des produits que vous allez faire. Donc c'est 2 boîtes, une qui était au CES, Airpoly qu'on suit depuis 2 ans, et l'autre DeepMagic qui était à New York, commence à proposer ce type de solution aussi sans contact. Donc 2 entreprises à suivre. Alors, le paiement par le sourire, alors c'est vrai que, vous l'aviez vu, Jacques Ma l'avait fait avec Angela Merkel au CeBIT il y a 2 ans en Allemagne. On a eu l'occasion de le tester, nous, au CES. Donc, vous arrivez en fin de commande. Là, on est au CES, mais c'est en fait une caisse de Emma Market, comme on retrouve à Shanghai, où vous avez donc votre panier qui est scanné directement, vous mettez vos produits, et à la fin, vous avez 2 options, pas de carte bleue, pas de chèque, pas de cash,
2 options, soit votre téléphone avec l'application Alipay, option 1, soit votre visage, votre sourire. Et vous choisissez donc le sourire, et là, il scanne, et vous avez payé, et vous partez directement. Voilà. Donc, on l'a testé, ça fonctionne. Aujourd'hui, ça ne fonctionne qu'en Chine pour des Chinois. Donc, voilà. Mais au CES, on a pu le tester avec nous. Voilà. Alors, une question importante. Est-ce que c'est la fin de la zone de chalandise? Pourquoi? Parce qu'en fait, cette entreprise qu'on a vue au CES, Robomart, propose du coup des véhicules autonomes qui amènent l'épicerie directement en bas de chez vous. Donc, en gros, vous n'avez pas le temps de faire les courses de produits frais. Et donc là, vous allez cliquer sur votre téléphone et vous avez Robomart qui va arriver en bas de chez vous. Les 2 portes vont s'ouvrir. Ça détecte, en fait, c'est vous qui ouvrez les portes avec votre téléphone. Il détecte que c'est vous. Et un peu à la Amazon Go, tout ce que vous sélectionnez est débité directement sur votre compte. Et quand vous avez fini, les portes se referment et il va au client suivant. Voilà. Donc c'est vrai que ça peut être une redistribution un peu des cartes si on considère que le magasin vient à vous. Ça, c'est l'exemple 1 qu'on a vu au CES. L'exemple 2, là, c'est pas une petite start-up, c'est Toyota. Donc c'est beaucoup plus impressionnant. C'est la vision de Toyota, justement. Ils ont appelé ça e-palette. Alors, ça nous laisse un peu songeurs, mais pourquoi pas? Donc en fait, vous avez un véhicule pour le coup qui est vraiment adapté à recevoir du public et autres. Et donc avec ces modules, l'idée c'est qu'ils les personnalisent en fonction de l'activité. Donc vous voulez une pizza, mais vous ne savez pas quoi exactement, la pizzeria arrive en bas de chez vous avec le pizzaiolo et le four automatiquement. Vous voyez, vous avez aussi des coworking space. Vous avez du e-commerce qui arrive en bas de chez vous. Vous avez de la logistique. Vous avez des coworking space, des Fab Labs. Donc c'est une vision qui a été présentée au CES par Toyota et on a trouvé ça assez disruptif. Voilà. Une petite vidéo en 2 secondes pour voir le concept. Voilà, très rapidement. Donc en fonction en gros du besoin, les modules peuvent s'adapter. Voilà, mobile hotel, donc vous voyez, ils sont assez loin dans le délire. La pizzeria qui arrive en bas de chez vous, le restaurant aussi, vous pouvez vous manger à l'intérieur. Donc beaucoup de modules différents et une ville un peu à la demande. C'est un peu la vision qu'ils ont présentée en conférence de presse. C'était assez intéressant. Voilà. Autre cas, l'avenir de la distribution automobile. Donc c'est aussi un cas intéressant. Et en fait, on vous présente cette vidéo juste pour vous dire, dans votre industrie, qu'est-ce que ça pourrait donner? Donc ça, c'est les distributeurs de voitures autonomes qui sont lancés en Chine par Alibaba. Voici le cas. Vous êtes dans la rue. Petit café. Et là, Vlatipa, la voiture de vos rêves qui traverse. Donc vous allumez votre application et automatiquement, il va détecter le modèle de la voiture, il va le sélectionner. Et là, depuis l'application, vous allez commander un test drive. Vous êtes membre premium, donc il a déjà toutes vos coordonnées, bien évidemment. Donc vous sélectionnez le test drive, voilà, vous remplissez les éléments complémentaires, vous faites un selfie et là, il va avoir justement votre visage, ce qui permettra de débloquer la voiture. Comme vous êtes super member, c'est très rapide, il n'y a pas besoin de faire de deposits. Donc vous mettez d'accord sur le modèle et sur le test, vous mettez d'accord sur l'heure, et vous présentez du coup le jour du test dans l'automate. Donc là, il y a 12 automates qui sont en train d'être construits en Chine, et ça, c'est le premier qui est en construction, qui a été construit. Donc vous arrivez le jour du test, biométrie vous reconnaît, la voiture descend automatiquement. Voilà. Et alors là, vous êtes parti pour un trip pendant 3 jours avec femme et enfant. Ou mari et enfant, enfin, comme vous voulez. Pendant 3 jours, pas de limite de kilomètres, vous avez une vraie expérience avec le produit. Voilà. Tout se passe bien, vous voyez. Donc là, à un moment, là, il passe dans l'eau. Moi, je ne ferai pas forcément ça en test, mais c'est pas grave. C'est assez marrant. Et alors là, vous avez 2 choix, ou 3 choix. Vous rendez la voiture, vous reconduisez, ou alors, avec vos doigts, vous cliquez et la voiture est à vous et vous restez dans la voiture. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire pour vos produits et pour vous, voyez, si toute la chaîne de distribution est automatisée? Donc, c'était une petite réflexion. Rapidement, le 4e point, donc Recreative Excitement. Donc là, en fait, c'est effectivement sur le point de vente, toutes ces initiatives qui permettent du coup de réenchanter le point de vente. Donc, pas mal de cas qu'on a vu aux États-Unis chez Lovies et pas mal de retailers. En France, on a retenu le cas de Leroy Merlin avec le campus, qui est un peu une idée qui avait été identifiée par Levi's aux États-Unis. On a aussi effectivement Kinomo. Alors Kinomo, pour ceux qui sont venus au Hub Lab, on en a un
en démo chez nous, mais là, ce qui était intéressant, c'est qu'ils en ont mis 24, et donc ça fait un énorme hologramme. Alors, ça rend pas très bien en vidéo, mais quand vous le voyez visuellement, c'est quand même assez impactant. Voilà. Donc c'est en gros des morceaux d'écran qui sont disposés sur les palettes du ventilateur et qui donnent un effet visuel assez impressionnant. On en a un, là ils en ont mis 24, donc forcément l'effet est encore plus impressionnant. Voilà, il y a aussi tout ce qui est projection. Alors tous les ans, hein, à la NRF ou au CES, vous avez des outils de projection. C'est assez intéressant, c'est vrai que nous on le voit souvent, c'est plutôt pour du duty free ou du luxe, mais là il y avait comme des solutions qui étaient assez simples qui étaient présentées. Alors ça c'est quelque chose qu'on a retenu aussi, YouVisit, c'est l'idée de dire que pour certains produits de luxe, même si vous avez une belle boutique, eh ben, ce n'est pas forcément présenté dans l'environnement de rêve dans lequel vous voudriez utiliser les produits. Donc en gros, YouVisit propose en réalité augmentée, en réalité virtuelle, pardon, de présenter un produit qui va permettre de, en gros, visualiser le produit dans un endroit de rêve. Donc là, vous êtes chez Swarovski. Et donc, les produits qui sont en magasin sont aussi disposés en réalité virtuelle dans une villa magnifique qui vous permet d'imaginer un peu, si vous achetiez ces produits, comment vous pourriez les disposer chez vous. Donc une mise en contexte assez intéressante et assez immersive. Et du coup, par rapport à une vidéo normale qui est vue de 1 minute, là, on est sur un temps de consultation de 5 à 7 minutes. Et du coup, un taux d'achat, évidemment, qui est beaucoup plus important. Évidemment, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire partout, puisque ça prend quand même du temps, il faut que quelqu'un soit à côté. Mais ça permet, pour des lancements de produits éventuellement, de faire vivre une réelle expérience. Voilà. Et évidemment, là, c'était avec Mastercard, donc vous payez en réalité virtuelle. Enfin, bon courage. Alors, dernière tendance, et ça, c'est vraiment quelque chose au hub qu'on suit de près, c'est toute la partie back-office. C'est toute la partie logistique. On considère qu'il y a beaucoup de gains de croissance qui ont été faits via l'optimisation de toute la chaîne navale, le marketing des produits, le point de vente et autres. Mais il y a des gains qui sont très importants en travaillant beaucoup plus en amont de la chaîne de valeur. Et donc c'est vrai que la robotisation est quelque chose qu'on avait déjà vu il y a 2 ans, qu'on a revu un peu l'année dernière, mais qui s'est fortement développé cette année avec pas mal de cas. Donc c'est vrai qu'Amazon, une de leurs forces, faut le rappeler, c'est la robotisation des entrepôts, avec cette boîte qu'ils ont achetée il y a quelques années, Kiva System, qui permet justement de gagner énormément en productivité. Alors ils sont passés de 45 000 robots à 55 000 robots en 2017, mais ça ne les a pas empêchés d'embaucher encore 160 000 personnes. Donc ça ne remplace pas forcément totalement l'humain, encore eux, mais ça a quand même un impact. Alors à New York, on a vu justement, pour concurrencer un peu Amazon, cette société Locus, qui permet justement de proposer des robots qui vont suivre l'équipier qui, dans l'entrepôt, va préparer la commande. Donc au lieu de mettre 60 à 90 secondes pour sélectionner un produit, on va être dans les 10 à 20 secondes, donc un gain de temps énorme. Donc pour tout ce qui est delivery, same day ou next day, c'est assez intéressant. Et puis voilà, l'idée c'est aussi de donner des super pouvoirs aux vendeurs. Donc là, il y a eu pas mal d'applications. Tout à l'heure, je vous parlais de l'application qui permettait aux consommateurs de voir un peu les produits en fonction de ses allergies. Là, c'est un peu la vision pour l'équipier en magasin. Depuis son téléphone, il va pouvoir voir ce qu'il y a en stock, juste en passant en réalité augmentée devant une gamme de produits. Et ça va le dire en direct ce qu'il y a dans le stock. Ça permet de limiter les allers-retours entre le stock et le magasin et de renseigner un client directement. Donc il y avait 2 boîtes qui étaient sur cette activité. Il y avait Symphony Retail et il y avait Scandit. Voilà. Ça, c'est aussi un autre système. C'est pour tester avant l'ouverture de magasin le facing. Donc là, vous êtes en réalité virtuelle et on va traquer un peu votre regard et voir effectivement qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous ne regardez pas et éventuellement retravailler sur le facing. Alors des robots qui scannent les rayons et qui font l'inventaire, il y en avait beaucoup plus que l'année dernière. Cette année, il y avait Philo Robot, donc Navi. Il y avait aussi Tally qui a été développé en partenariat avec Intel, donc ce qui permet justement de faire la nuit l'inventaire du magasin. Et puis au CES, là, il y avait cette boîte française qu'on a remarqué, IC, qui est lui vraiment dédié plus à la partie logistique warehouse, qui va scanner votre warehouse pendant la nuit et qui va vous dire exactement où en est votre stock. Et on s'est permis de remettre quand même Shelfie qu'on avait identifié l'année dernière et avec cette vidéo qui vous permet de comprendre un peu comment fonctionne le système. Donc Shelfie, eux, c'est des Anglais. Ils ont 2 solutions. Une solution
de scan en magasin. Voilà, donc il va scanner la nuit le magasin et il va faire le croisement avec les tickets de caisse pour vous aider à optimiser l'emplacement des produits dans le magasin et effectivement détecter les manques de produits. Tout ça pour optimiser sur le parcours d'achat du client le positionnement des produits et l'association des produits entre eux pour essayer d'augmenter le panier moyen. Donc ça, c'est la première solution. La deuxième solution qui est proposée, un peu comme ici donc, des Français, c'était la version drone volant. Et là, vous êtes dans votre stock, dans votre hangar, et là, il va scanner toutes les palettes et il va vous dire exactement l'évolution au quotidien des palettes et ça va vous permettre d'optimiser la logistique. Voilà. Il y a aussi la livraison du dernier kilomètre qui est un des vrais sujets. Alors c'est vrai que dans des villes comme Paris ou des villes assez urbaines en étage, c'est pas évident, mais on a quand même retenu quelques startups qu'on suit. Alors bon, il faut pas oublier que c'est 30% des frais totaux la livraison, donc c'est quand même important. Donc Starship qu'on avait découvert au CES il y a 2 ans commence à se développer. Ils ont signé certains partenariats en Angleterre et en Suisse. Donc là on est sur la livraison plutôt alimentaire en centre-ville et donc il va pouvoir à l'intérieur de son coffre vous déposer effectivement votre repas jusqu'à moins de 10 kilos et un rayon de 3 km. L'autre boîte qu'on a vue, alors c'est des gens qu'on avait rencontrés à Shenzhen en Chine. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Axe, qui est le meilleur accélérateur au monde de hardware. Donc c'est un ancien de Parrot qui lui se dédie à la mise en place de robots de livraison qui savent ouvrir les portes et monter les étages. Et là, on est vraiment dans le dernier kilomètre. Parce qu'aujourd'hui, le robot que vous avez vu avant, le Starship, dans une logique pavillonnaire américaine, à la limite, ça peut passer. Il sonne, vous avez une alerte, vous sortez du pavillon, vous réceptionnez ce qu'on vous a livré. Dans une logique très urbaine et en étage, c'est beaucoup plus difficile. Et donc, l'idée, sans sortir de chez vous, c'est que effectivement, le robot puisse monter les étages. Voilà, donc c'est AIDA qui a été présenté au CES. Voilà. C'était 5 tendances rapides pour, en gros, introduire cette journée. Vous retrouverez la version complète dans le cadre du Hub Report qui sortira dans quelques jours. Voilà, et ça sera l'occasion d'approfondir tous ces points. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une très bonne journée. Merci Vincent.